On va parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quid du déploiement de la force régionale, une force décidée par les 6 chefs d'État. Il y a la République démocratique du Congo, le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et aussi le Kenya. Nous allons essayer d'en parler avec M. Alfred Dibandi. Bienvenue, M. Alfred. Bienvenue, cher David. Voilà, il y a ce déploiement de la force régionale. La République démocratique du Congo, vous ne voyez pas qu'elle est en train de s'affaiblir. Au lieu qu'elle puisse s'appuyer sur sa propre armée, mais elle fait confiance à l'armée étrangère. Non, la RDC ne s'affaiblit pas du tout. Au contraire, c'est une ébauche vers des alternatives nouvelles. Alternatives nouvelles parce que, vous savez, la situation sécuritaire de la RDC est une situation à la fois transversale et complexe. Transversale parce qu'elle n'emporte pas que sur les questions de défense et sécurité, elle est aussi une situation, on dirait, d'implication économique et qui tient parfois au renflouement des dividendes de certaines multinationales qui ont profité de la partouze qu'ils ont eu à faire de ces pays. La partouze? Oui, j'assume bien le mot. La RDC, l'Est du pays, était devenu, je dirais, un appât, n'est-ce pas, à la partouze internationale. Plusieurs multinationales y ont trouvé les sièges pour brader nos ressources. Alors, c'est ce qui fait qu'il fallait comme ça. Signer des attendez, attendez, monsieur David. Ouais. Attendez, c'est très important ce que je dis. Oui, allez-y, oui. Cette émission est tenue en marge du discours que le chef de l'État a tenu, n'est-ce pas, sur la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est important que les gens comprennent qu'il y a eu état des sièges. L'état des sièges qui nous a beaucoup aidés. Pour moi, c'était... En quoi? Qu'est-ce que l'état des sièges a aidé? Ça a aidé... Parce que les morts continuent. On continue toujours à compter les morts. Vous savez, alors on se demande l'importance de cet état des sièges. Quand on parle des questions de stratégie et de sécurité, on ne parle pas, ce n'est pas, n'est-ce pas, ainsi, disons, une tribune de comptabilité des morts. C'est une tribune d'intelligence. Il faut que nous réfléchissions au-delà de ce que les gens voient, oui, au-delà de ce que les gens disent. Au-delà de ce Écoutez, que les gens disent. C'est là que je vais aboutir. Monsieur Alfred, oui. Dès que vous parlez, vous dites que ça nous a aidés. Ça nous a aidés parce que, c'est ce que j'ai dit, aujourd'hui, on a un budget, n'est-ce pas, qui est aussi renfloué. Avec l'état des sièges. Grâce à l'état des sièges. Budget. Oui. Est-ce qu'on avait besoin du budget, on avait besoin de la sécurité? Mais est-ce qu'on peut avoir, aujourd'hui, la sécurité tient en quoi? Tient aussi aux ressources. Parce que le budget de la défense est aujourd'hui évalué à 1 milliard. Hier, c'était à combien? Et c'est grâce à quoi? C'est grâce au budget. Donc on ne parlait pas comme tout monsieur. Vous, quand on traite Télé 50, c'est une chaîne de réputation. Et quand je passe sur Télé 50, c'est pour que la communauté internationale et nationale comprenne que l'état des sièges a quand même certains atouts. Cet atout-là, au nombre des atouts, c'est les renflouements du budget. Hier, il y avait un budget qui était à 4 milliards et demi. Ensuite, aujourd'hui, c'est avant-hier. Hier, on a eu un budget de 10 milliards. Et aujourd'hui, on a un budget de 14,6 milliards. Vous parlez des 14 points. Écoutez, monsieur Alfred, oui. Nous sommes en train de parler. Oui, on parle. Ça va, nous parlons, effectivement. Et puisque nous parlons, vous parlez du budget renfloué. Effectivement. Maintenant, il y a un problème d'abord dans l'Est. On n'arrive pas à déloger les M23. Pourquoi? Parce que, selon Antonio Guterres, ils sont super armés que nous. Alors, à quoi aura servi ces budgets? Puisqu'il fallait qu'on puisse certainement armer nos FRDC pour qu'ils puissent déloger les M23. C'est une question très pertinente. Très pertinente, pourquoi? Parce que les gens ont mal compris le secrétaire général des Nations Unies. Je vous dis, vous savez ce qu'on appelle l'opération de maintien de la paix. C'est la technique mise en place par les Nations Unies, n'est-ce pas, qui consiste notamment à déployer certaines forces aux différents pays dans lesquels on trouverait des situations de menaces à la paix, des ruptures de paix ou d'agression. Parce que suivant le chapitre 7, cela permettrait, n'est-ce pas, à déployer ces forces. Et ces forces, pour ce qui est, par exemple, de la MONUSCO, à bénéficier d'un mandat robuste. C'est-à-dire, c'est un mandat qui permet à la mission de non seulement protéger les populations civiles, mais aussi à
intervenir dans le cadre de la défense de son mandat, à traquer certaines forces négatives. Et au nombre de ces forces négatives, on a le M23. Mais là où naît les contrastes techniques en termes de stratégie, c'est que le budget des opérations de maintien de la paix à l'échelle mondiale représente à peu près 0,5% du budget d'armement mondial. Alors, face à cette situation, ça signifie qu'on avait beau faire, tant que le M23 est sous la coupe du Rwanda, financé par le Rwanda, en logistique, en finance et en personnel, comment voulez-vous que la MONUSCO puisse vaincre? Mais là où nous nous inquiétons de la sincérité et de l'impartialité de la MONUSCO, c'est au niveau où il est dit que la MONUSCO, les M23 a dernièrement bombardé sur un avion de la MONUSCO. Ça, c'est un crime de guerre parce que la MONUSCO, c'est une force impartiale, neutre, et la MONUSCO sous protection internationale. A rappelé que... Non, la MONUSCO n'était pas censée le rappeler. Donc, la MONUSCO devait dégager les responsabilités internationales attachées à cela. Le Rwanda... Qu'est-ce que la MONUSCO allait faire dans ce cas? Mais la MONUSCO, c'est un organe subsidiaire du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il allait faire et le quoi? Conseil de sécurité des Nations Unies a compétence pour saisir le CPI. Pourquoi on n'a pas saisi la CPI? Quand c'est pour le Congo, il n'y a pas de problème. Vous voyez là où ça inquiète un peu. Donc jusque-là, c'est comme si vous voulez parler de la complicité. J'ai toujours décrié l'hypocrisie de la MONUSCO quand il s'agit de parler des questions de sécurité à l'est du pays. Donc elle ne joue pas et je son ne rôle. parle pas que de questions de l'est. Je ne parle pas que de questions de l'est. Plus tard, peut-être, on va finir ce développement pour ne pas faire du coq à l'âne. On va évoquer les questions de l'ouest. Parce qu'il y a aussi la sécurité. Puisque nous sommes en train de parler du discours du chef de l'État, c'est à marge aussi, le chef de l'État n'a pas parlé du retrait de la MONUSCO. Si le chef de l'État en a parlé, je crois que je suis de ceux qui ont suivi très bien et à plusieurs reprises ces discours. J'ai suivi le discours d'à peu près 50 chefs d'État, mais je crois que c'était l'un des meilleurs discours. Le chef de l'État a dit... Celui de la RDC. Oui, je tiens à le dire. Félix Tshisekedi Tshilombo les Maliens aussi ont parlé. A dit qu'il tenait à ce que soit revue la date du retrait définitif ou du départ de la MONUSCO en RDC, c'est-à-dire plutôt qu'en 2024. Ça, le président l'a dit. Maintenant, pour concrétiser cela, il faut maintenant, c'est là que l'intelligence stratégique fonctionne. On va dire, nous, on a déjà dit qu'il fallait commencer par diminuer la brigade d'intervention parce qu'on vous parlait tout à l'heure de la mission régionale qui a été déployée, qui vient avec les mêmes compétences que celle dévolue à la MONUSCO et particulièrement à sa brigade d'intervention. Et on a eu les Burundais qui sont déjà là parce qu'il y a déjà eu un protocole d'accord qui a été signé. Et on a les Kenyans qui arrivent et qui rentreront par Bunagana, ce qui est déjà un grand... C'est aussi une faiblesse de communication. Il ne fallait pas dire par Bunagana parce que ça serait dévoiler la stratégie militaire. On ne dévoile rien parce que nous savons que ce sont les Rwandais qui sont là. C'est les Rwandais qui agressent le Congo. C'est les Rwandais qui sont là pour tirer les faveurs à la sorte de leur propre économie, qui est aujourd'hui déstabilisée par le simple fait qu'aujourd'hui, il y a quand même une maîtrise en termes de sécurité de la RDC. Et ceux qui veulent trahir le Congo sont en train de voir comment est-ce qu'ils se font arrêter, notamment pour haute trahison. On attend juste là qu'il y ait des procès qui soient équitables pour que la population congolaise comprenne qu'il y a un plan de complot contre la République. Cette force régionale, elle est là pour combattre les M23 ou pour favoriser certainement un dialogue, un probable dialogue? Parce que déjà, il y a ceux qui disent qu'il devait y avoir une zone tampon entre la RDC ainsi que... Ça, c'est des questions tactiques et stratégiques que nous devons en principe pas évoquer à cause du secret défense. Je ne suis pas dans ce secret-là, mais ce que je sais et ce que je tiens à dire, c'est que la force régionale sera déployée sur base de la feuille de route de Nairobi. Et il y a aussi une feuille de route à respecter qui avait tout de suite dans la feuille de route de Luanda à imposer les retraits définitifs du mouvement du 23 mars du territoire congolais. Ça, c'était une grande réussite en termes de diplomatie. Maintenant, la faiblesse naît en quoi? Et le président l'a dit quand même.
La faiblesse du Congo naît de la complicité internationale qui tient à affaisser son économie. Cette complicité, c'est aussi en termes des régimes de notification, en termes d'acquisition d'armes. On ne peut pas faire la paix sans avoir une armée dissuasive. Et on ne peut pas compter sur une MONUSCO qui n'est pas suffisamment outillée en matériel de défense contre un Rwanda qui peut acquérir les armes quand il veut. C'est impossible. Et vous voulez qu'on leur fasse la guerre? On le fera la guerre comment? Oui, mais comment chaque fois, on est en train de parler de cet embargo. Mais on ne peut pas contourner l'embargo. On peut aller acheter les armes ailleurs, à la Russie, à la Corée. Le président a commencé par un recentrage en termes de non-alignement qu'il a imposé sur la tribune Nations Unies, parlant de la situation à l'Ukraine. On s'est aligné derrière l'Union africaine et il a parlé au nom de la SADC. Nous ne sommes pas le seul pays victime. Il a parlé, en tant que président de la SADC, il a parlé du Zimbabwe, qui est aussi sous fonction. Pourquoi? On ne sait pas. Pourquoi aujourd'hui on nous maintient en termes de régime de notification? On ne sait pas non plus le dire. Puisque vous parlez de... Nous le disons parce qu'on veut, il y a un complot international contre le pays. Et ce complot a commencé à l'Est et en voie d'être démantelé à l'Est. Je suis convaincu. Et c'est que le Premier ministre a fait une tournée. On a vu aujourd'hui que l'économie s'est embellie. Et je crois qu'avec les appels d'offres, quand il y aura exploitation au niveau des ressources minières, avec toutes les entreprises de raffinerie, et des transformations, des mises en valeur qui sont en train d'être créées dans la chaîne du lithium, dans la chaîne du cobalt pour ce qui est de l'or, pour ce qui est du Sud Kivu, les choses vont s'embellir davantage et la paix sera réinstallée. Mais la crainte, et là où je tiens à alerter la communauté nationale et internationale, c'est de dire le Rwanda a échoué à l'Est et veut se jouer avec l'Ouest. Vous avez suivi notre ambassadeur en République centrafricaine qui a alerté sur une situation pour laquelle j'ai saisi certains opérateurs de sécurité depuis le mois de janvier de l'année en cours. Et là, je parle de situations qui concernent particulièrement mon territoire. Moi, je suis un fils de Libenge. Libenge? Oui. À l'Équateur? Au sud Ubangi, précisément. D'accord? On a vu le président rwandais qui aujourd'hui met en place, après s'être victimisé, est en train de mettre en place une politique de contournement diplomatique en termes de stratégie. Il veut contourner le Congo, nous sceller au travers de nos différentes frontières. Alors que c'est un petit pays, nous sommes grands, pourquoi continuer toujours à se plaindre? Alors il faut beaucoup plus attaquer. Le Rwanda par rapport à la RDC. Mais c'est pourquoi nous devons attaquer et moi j'invite, j'invite le président. Vous savez, ce dont je parle, c'est des questions très sensibles et il faudra que la communauté soit alertée. Et si j'en appelle à la vigilance, particulièrement des autorités politico-administratives du Sud Kivu, du Nord Kivu, de l'Ituri, du Bandundu, donc Kwilu, Kwango, de chez moi au sud Ubangi, du nord Ubangi et du bas Ouélé. C'est des situations très critiques. Dans quel terme? Je vais vous expliquer quelque chose. Oui, vous savez, il y a eu, le président rwandais a acquis 12 000 hectares en Centrafrique sur la frontière avec la RDC. Et quand je parle de la frontière, nous sommes à 10 km de Kotakoli. Kotakoli, c'est une prison qui regorge beaucoup de criminels. Et au Congo-Brazzaville, il a acquis 50 000 hectares. Et aujourd'hui, les Mbororo, qui sont en train de faire la guerre à Kwamut, se revêtant tantôt de la casquette Yaka, tantôt de la casquette Teke. Et aujourd'hui, c'est les Baboma qui commencent à faire la guerre entre eux, veulent contourner le Congo. Et je veux dire que le Congo et les Congolais ne sont pas sots. Nous sommes un pays rempli d'intelligence et nous allons veiller sur tout ce qui va devoir se passer. Et il y a, par rapport à ça, l'action ou les actions de Constant Mutamba qui a porté plainte contre Paul Kagame à la CPI. Est-ce que c'est suffisant? Non, il faut dire que, bon, je ne sais pas, c'est un juriste, j'ai le respect pour sa science, la science qu'il a étudiée. Mais il sait autant que moi que c'est impossible. C'est impossible, effectivement. La CPI est saisie
soit par un État parti, soit par le Conseil de sécurité, initiative du Conseil de sécurité. D'accord? Soit encore, la CPI est saisie par le procureur général, le procureur près la CPI, donc sur sa propre initiative. Donc, il y a des particularités, n'est-ce pas? On dit pour un État non parti, c'est soit le Conseil de sécurité, soit exceptionnellement pour les crimes d'agression, on dit qu'il faut nécessairement que ce soit un État parti au statut qui soit agressé et que ce soit un État parti qui soit agresseur. Donc c'est des actions, je crois, qui tiennent, n'est-ce pas, à la politique, pour enjailler les masses. Merci. Mais il faudrait que nous puissions réfléchir. Merci beaucoup. L'accord de coopération RDC-Centrafrique, il faudrait qu'on puisse délocaliser tous les camps que nous avons dans les cités, qu'on les place sur les zones frontalières. Monsieur Alfred Dibandi pour ces analyses. Nous vous aurons très prochainement dans nos prochaines émissions. Vraiment, c'est un plaisir partagé. Pour de telles analyses. Surtout pour l'intégrité de notre territoire, il faut certainement de telles analyses. On va parler un tout petit peu de strictus standard avant qu'on ne parle avec les députés nationaux à Ubangira.